dans le cadre du partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous sommes tous ensemble dans la mise en œuvre de tous en ligne, tous responsables, la stratégie que le ministère de la Communication a mise en place pour lutter contre les fausses informations et s'assurer que nous tous, on soit responsables lorsque nous allons sur les réseaux sociaux. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et le gouvernement des États-Unis, ont signé un protocole le 29 avril pour lutter contre la manipulation de l'information. Et c'est dans ce cadre-là que le ministre est parmi nous ce matin. Et monsieur le ministre, nous sommes très contents de vous avoir ce matin. C'est une visite surprise parce qu'on n'a rien dit à nos participants. Et cela dit, nous allons donner la parole au ministre. Je sais qu'il a des mots d'encouragement à l'endroit de nous tous ici participants et puis organisateurs de cette formation. Nous allons donner la parole à monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Merci. Je ne serai pas très long, comme l'a dit M. Eko. C'est vraiment une petite visite avec la valeur d'encouragement et surtout pour montrer toute l'importance que nous accordons donc, à cette campagne sous le hashtag en ligne tous responsables et dont la signature pour la phase actuelle de généralisation est stop au sorcier numérique. Je veux juste faire un bref rappel, mais avant, je veux vraiment adresser mes remerciements au gouvernement américain qui a décidé de nous soutenir dans cette campagne, qui s'est montré intéressé lorsque nous avons lancé la phase pilote l'année passée. Vous devez vous en souvenir. La signature en ce moment, c'était « Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne ». Vous avez pu avoir l'occasion de voir le DG de la police nationale habillé en scaphandre, comme s'il était sur la Lune, ou alors de voir neiger sur la basilique de Yamoussoukro, des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle pour montrer aujourd'hui jusqu'où on peut aller dans la manipulation de l'information. À la suite donc de cette phase pilote, nous avons eu beaucoup de partenaires étrangers qui nous ont approchés parce qu'ils se sont sentis intéressés par cette campagne. Parce que la lutte contre la désinformation n'a pas de frontières et touche tous les pays. Chacun ayant bien sûr sa réalité socio-culturelle et politique. Mais il y a des fondamentaux. Et sur ces fondamentaux-là, on peut s'entendre. Et je suis heureux que le gouvernement américain ait été le plus réactif. Parce que dans la liste des partenaires, et qui sont encore là, qui n'ont pas renoncé à vouloir s'impliquer dans le cadre d'un partage, d'un échange d'expériences, n'ont pas renoncé donc à leur collaboration avec nous, mais je veux saluer la promptitude, le pragmatisme et l'efficacité du gouvernement américain qui a été le premier à formaliser un partenariat avec nous à travers donc la signature de ce protocole le 9 avril dernier pour lutter contre la désinformation et je dirais également l'intrusion donc étrangère dans la manipulation d'informations. Aujourd'hui, nous sommes à cette phase de généralisation parce que nous avons tiré les enseignements de la phase pilote. Et dans cette phase de généralisation, il y aura certes la partie campagne de communication avec affichage, diffusion de spot télé, spot radio, mais il y a surtout la partie terrain, la partie d'activation, la partie de formation. Et la presse, de notre point de vue, est un pan important donc, de ce volet formation. Nous avons lancé ce volet à Djamé le lundi. Nous avons fait 2 communes, à Djamé et Passy, pour la formation, je dirais, du grand public, des leaders d'opinion, chefs religieux, chefs coutumiers, associations de jeunes, associations de femmes,
et ça se passe très bien. Pendant la phase pilote, là où on avait un objectif d'environ, c'était quoi, 4 000 personnes à former, nous en avons formé 6 000. Donc vous voyez, il y a de l'engouement. Et là, depuis que nous avons lancé ces formations, c'est quasiment le même engouement que nous avons. À Djamena, nous avons environ 200 personnes. Idem à Koumassi, à Bobo est passé à près de 400. Donc il y a vraiment une forme d'appétence de nos populations qui veulent apprendre à manipuler ces outils-là. Donc, vous êtes, je dirais, un point important de la société. C'est pourquoi il était important donc, de vous former. De vous former parce que c'est vous qui êtes les diffuseurs officiels de l'information vraie. Parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a plus de filtre. Le journaliste traite l'information. C'est un métier qui a ses règles. Aujourd'hui, tout le monde s'érige en diffuseur d'informations sans connaître les règles du métier. Et lorsqu'une information est livrée de façon brute, sans être traitée, on ne peut pas imaginer l'impact sur le corps social. C'est pourquoi il est important de vous former. Les réactions des gouvernements, en général, ont été les mêmes un peu partout. On a plus de textes, des textes répressifs. Ici même en Côte d'Ivoire, on a doublé le quantum de peine. En plus de cela, le corps social s'est organisé, surtout au niveau de la presse, pour créer des sites de vérification de l'information. La formation sur laquelle je suis tombé justement montre comment vérifier une information. Vous, c'est votre métier. Les règles de déontologie du métier exigent que toute information soit vérifiée, recoupée avant d'être diffusée. Mais pour tous les nouveaux, je dirais, diffuseurs d'informations que les médias sociaux ont créés, ils ne connaissent pas ces règles. On est dans le domaine de l'émotion, où dès qu'une information arrive, on pense à la diffuser. Comment faire en sorte que l'utilisateur ait envie de vérifier une information ou sente le besoin de vérifier une information avant de la diffuser ou de la partager? C'est le sens de cette campagne-là. Créer en chaque utilisateur le doute intellectuel qui fait que quand il reçoit une information, avant de la partager, il a envie de la vérifier. Mais vous, vous êtes ceux vers lesquels on peut se tourner pour vérifier. C'est pourquoi il est important de vous donner à vous les outils qui permettent justement de vérifier une information. Et vous pouvez être un bon recours pour l'ensemble des citoyens, pour l'ensemble des utilisateurs, s'ils ont un doute sur une information. Avant de lancer cette phase pilote, on a fait une étude. Une étude qui montre que les médias traditionnels ont encore leur place, notamment la télé et la radio. Parce que ces deux médias ont un capital confiance d'environ 80% pour la télé et 70% pour la radio. Donc c'est donc dire que nous avons déjà des formes de canaux de vérification de l'information. Mais au-delà, les professionnels que vous êtes, à partir des blogs qu'ils animent ou alors de leur page sur les médias sociaux, peuvent être des recours. C'est pour ça que cette formation est importante pour nous. Parce que c'est l'ensemble du corps social que l'on doit mobiliser pour pouvoir lutter contre la désinformation. Une fois que chaque utilisateur prendra le soin de vérifier une information avant de la partager, vous allez voir que petit à petit, la diffusion de fausses informations va être évoluée. Donc chaque utilisateur va savoir à qui s'adresser pour vérifier une information, et bien il n'aura aucun problème pour le faire avant de la partager. Nous sommes tous embarqués dans ce combat-là.
Et je veux saluer nos députés qui ont été de façon quasi unanime solidaires donc de cette action. Parce que toutes les réformes, tous les amendements de texte que nous avons proposés à l'Assemblée nationale au nom donc du gouvernement, au nom du chef de l'État, ont été votés à l'unanimité. Que ce soit donc la loi modificative, donc la loi sur la presse, ou alors sur la communication audiovisuelle, ou alors celle doublant le canton de peine, tout a été voté à l'unanimité. Je sais qu'il y a un texte, une modification qui a fait un peu polémique, et j'ai été surpris que la polémique soit venue de la presse. C'est le texte où il est dit que lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Vous devez vous conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse. On a voulu nous faire passer pour des gens qui voulaient museler la presse. Mais en quoi demander à quelqu'un de se conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse? C'est lui mettre un baillon. Est-ce qu'on veut dire par là que la presse est baillonnée? Pourtant, vous le savez tous, dans notre pays, toutes les règles d'éthique et de déontologie de l'ANPA sont venues de la presse elle-même. C'est l'OPED, à l'époque, dans les années 90, qui a défini ces règles d'éthique et de déontologie. On a eu l'autorégulation avant la régulation. On a juste récupéré les règles d'éthique et de déontologie que les journalistes eux-mêmes se sont données. Vous mettez ça dans l'ANP. Et on demande à tous ceux qui ont plus de 25 000 followers de se conformer aux règles d'éthique et de déontologie de la communication audiovisuelle. En quoi c'est être liberticide? En quoi c'est empêcher la liberté d'expression? Je dois dire que on a quelques flibustiers qui sont embusqués, qui sont prêts à faire feu de tout bois. Mais les faits sont là. La presse est libre dans notre pays. Il suffit de voir la tonalité des journaux, de voir même le nombre de titres, toutes les opinions. Et je dois rappeler que nous avions dans la proposition dit que c'était 50 000 followers. Ce sont les députés eux-mêmes qui ont dit de descendre à 25 000 followers. On a même eu des propositions à 10 000 followers. Techniquement, il allait être difficile aux régulateurs de suivre les comptes de 10 000 followers. Nous avons négocié avec eux pour nous arrêter donc à 25 000. Mais nous, c'était 50 000 followers. Donc aujourd'hui, ils disent que si vous avez plus de 25 000 followers, vous devez vous consacrer aux règles d'éthique et de déontologie de la communication audiovisuelle. Ce que vous faites tous les jours, sans que pour autant vous vous sentiez, je dirais, opprimé ou brimé dans votre liberté d'expression. Donc je profite pour pouvoir répondre à cette polémique qui, de notre point de vue, n'avait aucun sens. On a regardé les débats se faire, mais on était convaincus de ce que la vérité était de notre côté. Et les députés ont ainsi réagi parce que chacun de nous peut un jour se retrouver victime de cyberharcèlement ou de diffamation sur les réseaux sociaux. Chacun de nous. Les députés qui sont dans le peuple ont vraiment pris cette question à bras le corps. Et nous avons compris pourquoi ils ont corsé davantage notre position. C'est donc dit que même au niveau de la population, il y a une inquiétude. Une vraie inquiétude. Et nous voulons, avec cette campagne, apporter cette réponse. Et nous avons les premiers éléments de réponse. Les premiers éléments de réponse, c'est qu'aujourd'hui, le citoyen sait qu'il n'est plus livré à lui-même face au cyberharcèlement, face à la diffusion de fausses informations, face à la diffamation. Il sait qu'il y a des recours. Les recours, c'est la DITP.
les recours, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui doivent intervenir ici cet après-midi. Je crois que ces deux structures doivent intervenir. Et on a commencé à assister à des plaintes, parfois entre influenceurs. Parce qu'au début, ce qu'ils appelaient des clashs et qui leur permettaient de créer de l'audience, mais ils ont compris aujourd'hui, pour certains d'entre eux, que parfois il y a une vraie diffamation, il y a fait de l'injure, qui sont des délits. Ils ont commencé même à porter plainte, et vous avez pu voir que certains dits influenceurs ont été rattrapés par les textes et se retrouvent donc incarcérés ou ont été incarcérés et puis ensuite libérés à la suite de procès. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens savent qu'il y a un coup. Autre élément, c'est que certains pays n'hésitent pas à nous extrader des personnes qui tombent sous le coup de la loi. La Mauritanie a pu ainsi exfiltrer un influenceur qui y était. Parce que la DTT aura l'occasion de vous le dire, vous n'êtes pas si anonyme que ça quand vous êtes derrière vos claviers ou votre écran. Non. Vous laissez des traces. Et la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de pouvoir suivre ces traces-là jusqu'à aller vous débusquer là où vous pensez être caché. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est du gaspillage d'argent et de temps pour l'État. Mais pour mettre de l'ordre, le pays a dit on se donne les moyens. C'est pour cela que le jeune homme qui est resté à Yopougon pour appeler à égorger tous les enfants des gendarmes en Bayangro, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, lorsqu'il y avait eu cette crise d'événement à Bayangro, il a été retrouvé à Yopougon. Et c'est dans cela que la prise de responsabilité est importante. Quand nous disons en ligne tous responsables, ça a un sens. Quand il a été pris, il a dit non, il voulait s'amuser. Avec un appel pareil. Non, il voulait s'amuser. C'est pour cela que le jeune homme qui a diffamé un ministre du gouvernement a lui aussi été pris. Exactement de la même façon. Il s'est excusé en disant que pour moi, il voulait s'amuser. C'était une plaisanterie. On ne peut pas présenter avec des informations aussi graves, où on appelle à l'insurrection, où on appelle à se lever contre l'ordre établi. On ne peut pas s'amuser avec ça. On ne peut pas s'amuser en appelant au meurtre. On ne peut pas s'amuser en appelant à la diffamation. Mais vous êtes tous ici témoins des événements qu'il y a eu quand il y a eu cette Fox, où on a présenté des prisonniers de Boko Haram au Nigeria comme étant des Ivoiriens en train d'être molestés par la police nigérienne. Les pauvres Nigériens qui sont ici ont été pris à partie. Alors que ni le Niger, ni la Côte d'Ivoire n'étaient concernés. C'était une affaire au Nigeria, entre Nigériens. Mais à la suite de cette Fox, ce sont les Nigériens qui ont été pris à partie par les Ivoiriens. Aucun de ces deux groupes n'avait rien à voir dans la vidéo qui a été diffusée. Destruction de biens, de nombreux blessés et hélas mort. Voilà les conséquences de l'Infox. Et vous devez lutter contre ça. Donc je vous engage tous à vous soutenir dans cette campagne, à mettre des relais. Nous sommes convaincus que la marche sera longue parce qu'il s'agit de travailler sur l'humain avec tout ce que ça contient comme dimension psychologique, émotionnelle. Et notre persévérance va nous permettre d'y arriver. Déjà, la toile est apaisée. Déjà. On a pu le voir lors des dernières élections locales. On a pu également le voir lors de l'organisation de la CAP. Parce que la DTT a veillé, mais en même temps les messages de sensibilisation
était passé tantôt. Nous, notre conviction, c'est que tout ne doit pas être répressif. Il faut beaucoup de sensibilisation pour éviter que les gens ne commettent de délit. Si les gens sont sensibilisés et qu'ils ne commettent pas de délit, même si le texte existe, on n'aura pas à l'appliquer. Et comme il n'y a pas de société où il y a zéro criminalité, il y aura toujours quelques-uns qui vont vouloir passer entre les mailles. En ce moment, la rigueur de la loi s'appliquera. Mais il faut sensibiliser. Parce que très peu de gens savent que tout ce qui n'est pas permis dans le réel ne peut pas l'être dans le virtuel. Ils sont surpris quand ils sont rattrapés par la loi. Donc voilà le petit message que je voulais passer pour situer un peu le contexte, le cadre de cette campagne, donc sous le hashtag en ligne tous responsables, et il y a la signature pour cette phase de généralisation stop aux sorciers numériques. Parce que chacun de nous a son sorcier. Celui qui partage avec vous une fausse information qui est capable de vous tromper, c'est vos sorciers. Vous devez le débusquer. Mais si vous-même, vous ne partagez pas sa fausse information, donc vous n'êtes le sorcier de personne. Donc chacun de nous doit être imparfait pour empêcher la propagation du virus de la désinformation. Je vous remercie pour votre attention.